Nous sommes le mardi 20 septembre 1988. Tara Kaliko, âgée de 19 ans, sort de chez elle à 9h30 du matin pour faire son tour de vélo quotidien. Elle dit avant de partir à sa mère de venir la chercher si, à midi, elle n'était pas de retour, car elle voulait pouvoir jouer avec son petit copain au tennis à 12h30. Sa mère, Patty Dowell, d'habitude, l'accompagnait durant ses tours de vélo, mais depuis quelques jours, elle avait l'impression d'être un peu stalkée, observée par quelque chose, et n'était plus du tout confiante à l'idée de l'accompagner. Sa fille part donc toute seule. 1 heure après, Tara Kaliko n'est toujours pas de retour. 2 heures après, pareil. Et quand arrive l'heure fatidique de midi, personne n'arrive à la maison. Patty prend donc sa voiture et sillonne le chemin habituel que prenait sa fille. Elle ne trouvera rien. Pas une seule trace de sa fille. Au moment où elle s'en rendit compte, elle appela tout de suite la police et Tara Kaliko fut portée disparue. Des efforts de recherche importants ont été employés et rien ne sera trouvé de Tara Kaliko, excepté un Walkman et une cassette pour celui-ci, près d'un camping. Des habitants du coin ont été interrogés sur cette étrange disparition et aucun ne semble avoir remarqué cette fille sur son vélo et personne ne semble avoir le moindre témoignage à offrir. À ce moment-là, la recherche ne mène à rien, l'enquête patauge et les espoirs de retrouver Tara Kaliko s'affinent et l'impression que l'affaire va se retrouver à nouveau dans cette pile gigantesque des disparitions inexpliquées aux États-Unis devient de plus en plus pressante. Puis quelques mois plus tard, quelque chose va se passer. Quelque chose d'inattendu. Juillet 1989, 10 mois après les faits. Une jeune femme se balade sur le parking d'un magasin où peu de voitures sont garées, mais où notamment un van blanc sans fenêtre était garé. Il était conduit par un homme dans la trentaine avec une moustache. La femme va donc faire des courses et quand elle a terminé, elle rejoint le parking et trouve quelque chose sur le sol. Quelque chose de terrifiant. Une photo Polaroid. 2 individus. Une jeune femme et un très jeune garçon. Les deux ont le visage couvert d'un scotch noir et sont ligotés. Ils regardent l'appareil photo d'un œil complètement terrifié. Ils sont visiblement à l'arrière d'un van blanc insalubre. À peine eut-elle le temps de faire le lien entre cette photo Polaroid traumatisante et la personne dans le van qui était sur le parking, qu'elle se retourna et vit que le van était parti. Aussitôt, elle appelle la police. L'affaire va faire les titres de tous les grands journaux jusqu'à arriver à l'oreille d'une personne, Patty Dowell, la mère de Tara Kaliko. Elle est catégorique. La femme présente sur cette photo est sa fille. Le FBI va donc faire des efforts monstrueux pour essayer de retrouver le van en question et jamais il ne sera retrouvé. Le FBI va également analyser la photo et bien qu'en effet il y ait une ressemblance assez troublante entre cette jeune femme et Tara Kaliko, elle n'en est pas certaine à 100%. Néanmoins, encore aujourd'hui, cette jeune femme et ce petit garçon n'ont jamais pu être 100% identifiés et surtout n'ont jamais pu être retrouvés. Jusqu'à sa mort, Patty Dowell continuera à penser que cette photo était une pièce indispensable à la résolution du mystère de la disparition de sa fille. Il n'y a eu presque aucune avancée dans cette affaire depuis. Il n'y a eu que quelques dossiers qui ont été déclassifiés, montrant d'autres Polaroids qui auraient été retrouvés dans des endroits vraiment très différents, les rendant donc plus difficiles à lier à cette affaire, mais qui montrent des personnes très similaire à Tara Kaliko, et toujours avec ce même mode opératoire de photographier avec des photos Polaroid sa victime. L'image est troublante et personne aujourd'hui n'a trouvé de solution à ce mystère. Blanche Monnier naît le 1er mars 1849 à Poitiers. Elle fait partie d'une famille bourgeoise à grande influence, issue des sphères royalistes. Elle a eu une enfance relativement normale jusqu'à ses 26 ans. À ses 26 ans, elle disparaît complètement. Nous sommes alors en 1876. Elle était belle jeune fille, fille d'une famille haute fonction administrative, connue notamment par leurs actes bienfaisants pour la communauté. Bref, rien n'aurait pu prévenir sa disparition. Son père décède en 1882 et à partir de là, les gens vont lentement oublier Blanche et les espoirs de la retrouver s'amincissent au point d'atteindre un niveau nul. Et pourtant, le 23 mai 1901, le procureur général de Paris reçoit une lettre qui va tout changer. Une lettre anonyme qui prétend savoir où est Blanche Monnier. Elle est au domicile de la famille Monnier et elle est en grave danger. La police va donc automatiquement se rendre au domicile de la famille Monnier et enfoncer la porte. Ils inspectent minutieusement la maison. Au rez-de-chaussée, il n'y a rien. Au premier étage, pareil. En revanche, au deuxième,
et une porte verrouillée à double tour. Quand ils l'ouvrent, ils sont accueillis automatiquement par une odeur atroce, dégueulasse, qui les repousse automatiquement. C'est une salle couverte d'excréments, plongée dans le noir. Au fond de la salle, gît sur un lit couvert de moisissures, recouverte d'un drap, Blanche Monnier. La police prit une photo. Que voici. Blanche Monnier faisait 25 kilos. Elle était dans un état de faiblesse extrême, recouverte de sécelles. Elle avait été enfermée pendant 25 ans dans cette salle, tout le temps dans le noir, et nourrit quasiment rien pendant tout ce temps. Sa peau était tellement serrée qu'elle dessinait son squelette. Le procès qui s'ensuivit fut catastrophique. Personne n'a reçu quelconque punition que ce soit. Et ce, pas forcément pour les raisons que vous imaginez. D'abord, la mère mourut d'une maladie 15 jours après son arrestation. Elle ne dira jamais la raison pour laquelle elle avait réalisé cette séquestration, et le frère de Blanche ne reçut rien, les juges peinant à trouver dans la loi de l'époque quoi que ce soit pouvant l'incriminer, étant donné qu'à l'époque, dans la loi, l'assistance à personne en danger n'existait pas encore. De nombreuses théories ont été émises quant à la raison de l'emprisonnement de Blanche. D'abord, la théorie la plus admise serait qu'elle serait tombée amoureuse d'un certain maître Victor Calmeil, un avocat protestant et républicain, donc à l'encontre de tout ce que la famille était, c'est-à-dire une famille catholique et royaliste, une union qui aurait donc vraiment énervé la famille et qui aurait causé cette gigantesque séquestration. D'autres théories avancent qu'elle aurait eu un enfant de l'union et qu'il aurait été enterré dans le jardin des Monnier, tandis que Blanche aurait été enfermée pour ne pas témoigner. Et enfin, une autre théorie dit qu'elle aurait été atteinte d'une anorexie et que la famille, très bourgeoise, aurait voulu cacher cette maladie. Dans tous les cas, rien n'excuse cette séquestration atroce qui a duré pendant 25 ans. Malheureusement, l'histoire ne se termine pas bien. Blanche fut tout de suite amenée à un hôpital, étant donné que les séquelles psychologiques étaient monstrueuses. Elle a été rasée, puis diagnostiquée quelque temps après son sauvetage comme atteinte d'anorexie hystérique, coprophilie, exhibitionnisme, schizophrénie, le tout selon les critères de l'époque. Elle serait morte considérée comme folle, pourrissant dans un asile, ne s'étant jamais remise de ses 25 ans de captivité. Le 19 mars 2004, la jeune Brianna Maitland, âgée de 17 ans, se prépare pour aller passer un examen du GED, un équivalent du baccalauréat aux États-Unis. Elle s'y rend, complète le test et y arrive plutôt bien. Sa mère et elle se préparent ainsi à passer une après-midi ensemble pour fêter la fin de cet examen. Tout se passe bien, elles mangent ensemble, puis vont faire du shopping dans un centre commercial dans les alentours de Montgomery, dans l'état du Vermont aux États-Unis. Alors qu'elles sont dans la file de la caisse, Brianna s'arrête. Quelque chose a attiré son attention à l'extérieur. Elle dit ensuite à sa mère qu'elle sera de retour rapidement parce qu'elle devait vérifier quelque chose dehors. Sa mère a le temps de finir de faire du shopping et de payer, et elle va rejoindre donc sa fille sur le parking. Sa fille est seule, mais elle est surtout très nerveuse et très agitée. Elle a vraiment le désir de revenir chez elle. À ce moment-là, Brianna Maitland a un désir d'indépendance très important. Elle a seulement 17 ans et pourtant, elle a un travail dans la restauration. En effet, elle est serveuse dans l'auberge Black Lantern, mais également à 17 ans, elle vit seule avec une colocataire, son amie d'enfance Gillian Stout, alors qu'elle n'a que 17 ans. Sa mère dépose donc sa fille chez elle à 16h. Elle devait travailler en tant que serveuse ce soir-là. Elle ne la reverra plus jamais après. Et pourtant, ce soir-là, elle est en effet partie au travail. Elle laissera d'ailleurs une note destinée à sa colocataire pour lui dire qu'elle serait de retour après le travail. Elle partit à son travail dans une voiture de marque 1985 Oldsmobile, et après le travail, à 23h20, elle prit la voiture pour rentrer chez elle. Elle ne rentrera jamais chez elle. Et d'ailleurs, plus personne ne la reverra jamais. Ça prendra 3 jours. 3 longs jours avant qu'elle soit officiellement portée disparue. En effet, sa colocataire, Gillian Stout, était partie en week-end chez sa grand-mère et n'était revenue que 2 jours après. À force de voir cette note constamment intacte, inchangée, elle commença à se poser des questions et contacta la mère de Brianna Maitland, qui tout de suite appela la police. C'est bon. Brianna Maitland était portée disparue. La police commençait à faire des recherches. Et à ce moment-là, un lien a été très vite fait avec un fait divers qui datait d'il y a 3 jours de cela. Le 20 mars 2004, soit le lendemain de la disparition de Brianna, une voiture de marque 1985 Oldsmobile avait été retrouvée légèrement enfoncée à l'envers dans le mur d'une maison abandonnée. Cette maison abandonnée était la ferme Touchburn, au bord de la route 118, près de la ville de Richford. Dans la voiture, il n'y avait personne. Les portes n'étaient pas verrouillées et il y avait encore tous ses vêtements, ses habits
une carte de crédit, des lunettes, des lentilles de contact, des médicaments pour la migraine. Aucune fenêtre n'était ouverte. Il y avait également des empreintes digitales et des traces d'ADN qui, encore aujourd'hui, n'ont pas pu être identifiées. C'est des promeneurs qui ont pris cette photo à l'origine de tout ce mystère. Cette photo de la scène, inchangée, telle qu'elle a été retrouvée le matin de la disparition de Brianna Maitland. Lorsque le lien entre la disparition de Brianna a été effectué avec cette photo, il y a tout de suite eu un effort de recherche beaucoup plus important. Énormément de gens ont été questionnés sur cette voiture, étant donné que l'enquête commençait à prendre de l'ampleur, et de nombreuses personnes l'avaient vue avant même la découverte officielle par la police. D'abord, il y a eu 2 hommes individuellement qui l'avaient vu entre 23h30 et minuit 30. Ils l'avaient vu près de la maison et ne sont pas certains mais pensent que les phares étaient allumés. Une autre personne qui avait vu la voiture était l'ex de Brianna, James Robitaille. Il avait reconnu la voiture au milieu de la nuit, environ vers 3h du matin, et il s'arrêta sur le chemin pour aller la voir. Il n'a vu personne autour de la voiture. Les phares étaient allumés pour lui et les portes ouvertes. Avant de partir, il éteignit les phares et ferma la porte, alors complètement bourré et ayant peur de causer des ennuis. Il sera quelque temps après éjecté des suspects et aujourd'hui considéré comme n'ayant aucun rapport avec la disparition de Brianna Maitland. Plus l'enquête avançait, moins l'hypothèse qu'il s'agissait juste d'un accident de voiture banal était considérée. Le FBI devint de plus en plus sceptique à cette idée, en pensant que tout avait été mis en scène. Et très vite, une autre hypothèse arriva, celle d'un kidnapping effectué par de multiples personnes, étant donné que Brianna avait fait des cours de self-défense et que même contre 2 personnes, elle aurait pu largement se défendre. Non, ils étaient beaucoup plus. Quelque temps après la disparition de Brianna, la police de l'État de Vermont reçut une information anonyme disant qu'elle était enfermée dans une maison près de Berkshire, occupée par Raymond L. Ryans et Nathaniel Charles Jackson. C'étaient 2 dealers de New York, principalement des dealers de crack et de cannabis. Cette information anonyme a été prise au sérieux, étant donné que de nombreux amis proches de Brianna avaient confessé à la police qu'elle avait essayé de nombreuses drogues dures et notamment qu'elle connaissait les 2 personnes en question, notamment car ils étaient des dealers de crack assez importants dans le coin. Une théorie commença à arriver, celle qu'elle devait de l'argent à des dealers, argent qu'elle n'aurait jamais donné. La maison des 2 sera alors raid par la police. Ils y trouvèrent énormément de crack, énormément de cannabis, mais aucune trace de Brianna. Enfin, fin 2004, une lettre fut envoyée à la police. Une lettre anonyme donnant des informations très alarmantes. Elle assurait la police qu'en effet les 2 hommes étaient bien impliqués dans l'affaire et qu'ils l'avaient tuée 1 semaine après sa disparition officielle, avant de la démembrer à la scie sauteuse, puis de la nourrir à des porcs dans une ferme environnante. Aucune des affirmations de la lettre n'ont pu être prouvées et les 2 hommes ne furent jamais condamnés pour quoi que ce soit en lien avec la disparition de Brianna Maitland, faute de preuves. Mais c'est pas la fin du calvaire de la famille de Brianna qui encore aujourd'hui est investie dans la recherche de leur fille. Ils reçurent de nombreux appels anonymes qui pouvaient leur dire aussi bien que leur fille était actuellement attachée à un arbre dans une forêt ou alors aller jusqu'à dire qu'elle était au fond d'un lac en train de se noyer. Des blagues d'un extrême mauvais goût qui ont énormément joué avec la santé mentale de la famille. Alors que l'espoir de la retrouver commençait à disparaître, en 2006, des vidéos de surveillance du Caesars World Casino de la ville d'Atlantic dans le New Jersey montrant une femme ressemblant terriblement à Brianna Maitland à une table de blackjack firent surface. Elle était tout à fait sociable et était accompagnée d'un homme chauve, qui lui non plus ne sera jamais retrouvé. Personne n'arrivera à déterminer si c'était bien Brianna Maitland, bien que ses parents étaient persuadés que c'était bien elle, jusqu'à ce que des vidéos plus qualitatives des caméras de surveillance furent partagées. À ce moment, ils oublieront cette piste. Néanmoins, la femme en question ne fut jamais identifiée et reste un autre mystère irrésolu. Encore aujourd'hui, la famille de Brianna Maitland recherche leur fille. Ils veulent trouver une solution, une conclusion à cette sordide affaire, quelle qu'en soit la solution. On entend beaucoup parler de ces affaires et il me semblait important de préciser que, en général, au-delà d'être des mystères assez effrayants, ils cachent souvent énormément de souffrance pour la famille.